Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, nombreux. Et bon, comme ça a déjà été dit, je suis ravie de faire ce premier congrès de Père Aidance Famille Professionnelle. Je tiens vraiment à remercier beaucoup le Vinatier de nous permettre d'organiser de très beaux événements comme ça. Professeur Demilly, qui reste un excellent moteur pour toutes les innovations, qui a fait une place très instinctive à la Père Aidance familiale et avec laquelle c'est extrêmement agréable de travailler. Je remercie aussi toutes les associations qui se sont mobilisées. Vous allez voir sur le temps de midi, vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de gens issus des associations. Vous allez aussi avoir l'opportunité sur toute la journée de découvrir des pères aidants familiaux professionnels qui vont vous présenter leur métier, leur manière de travailler et qui seront ravis d'échanger avec vous sur les temps de pause. Voilà. Je souhaite aussi beaucoup remercier nos chargés de mission, Laura, Marie, Jennifer et Lucille, qui ont beaucoup œuvré pour ce congrès. Avec Bénédicte, on va donc vous présenter, j'ai déjà spoilé la suite. Bonjour à tous, moi je tenais donc à remercier le professeur Demilly, Mélanie Dautrey, le docteur Dautrey, toutes les associations, l'association Iman et toutes les équipes, et puis à vous tous d'être présents. Moi je suis donc Bénédicte Chenu, je suis père aidant de famille depuis 2 ans et demi au groupe hospitalier universitaire de Paris. Je partage mon temps plein entre le Nord, où je travaille en intra-hospitalier, dans le secteur 28 du GHU. Et depuis à peu près 7 mois, je travaille dans le Sud, où je suis père aidant de famille professionnelle au pôle 15 du GHU. Voilà. Donc en fait, moi on s'était dit que c'était peut-être quand même bien de commencer par une définition de la père aidance familiale. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que Mélanie m'a demandé de faire ça, et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses. Et en fait, moi, j'étais très simplement regarder. Donc, qu'est-ce qu'un père? Alors, c'est un semblable, un égal, pareil. Un aidant, alors ça se dit d'une personne qui aide, assiste, seconde et soutient. Un père aidant famille, c'est une personne qui a un savoir expérientiel en accompagnement et en soutien d'une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Alors la père aidance familiale, elle est pratiquée de 3 façons. Elle est pratiquée de façon informelle, et là je me réfère aux groupes alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, les groupes Naranon. Elle se fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin moi il y a beaucoup de groupes sur Facebook où des parents échangent et s'entraident et se donnent des conseils. Voilà, donc ça c'est vraiment la père aidance naturelle, informelle qu'on peut faire après, par exemple, un colloque. Après, la père aidance formelle dans les associations, où là il y a une formation. Là, je pense à l'UNAFAM, je pense à la Maison Perchée, je pense au collectif Schizophrénie, qui a un père aidant famille professionnelle, qui a fait le DU. Et ensuite, il y a la formation, il y a la père aidance professionnelle, et là, c'est celle que je pratique, c'est dans une institution de soins à l'hôpital et qui est régie selon des codes établis. Voilà. Alors en fait, arriver dans un service de soins, c'est codé, c'est pas forcément évident du premier coup. Et en fait, au GHU, moi, j'avais fait une petite enquête auprès des proches, et le plus important pour moi, c'était de partir toujours du besoin des proches. Et on avait fait une petite étude, et on a vraiment recueilli dans cette étude des 6 besoins spécifiques. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais des proches qui ont été identifiés dans la littérature, et puis sur la base de témoignages que j'avais fait auprès des proches un peu partout au GHU à Paris. Donc c'était vraiment, ce qui ressortait, c'était être entendu, être reconnu, une écoute sans jugement et une reconnaissance de sa situation, être accueilli, un accueil bienveillant dans l'anonymat, être informé et orienté dans le système de soins, donc une bonne appropriation du système de soins, les missions de fonctionnement de la psychiatrie, le contexte juridique, les répits pour les aidants. On entend
Alors en fait, pour répondre à ces besoins, ben, moi, voilà, en tant que père aidant en famille professionnelle, il faut être formé, il faut reprendre son pouvoir, il faut pas faire de ressentiment avec la psychiatrie, il faut avoir passé certaines étapes, il faut avoir une bonne connaissance des ressources pour les proches, une formation de psychoéducation, connaître la littérature, les derniers articles, s'appuyer sur des compétences des proches aussi, pour restaurer l'espoir, parce que les proches ont des compétences, même au tout début. Hein. Connaître les enjeux de la stigmatisation, ça c'est important, et de l'auto-stigmatisation, et ça en tant que proche, on connaît. Permettre de faire émerger les propres choix, laisser aussi les proches trouver des solutions, parce que très souvent, en fait, moi je m'aperçois que les proches, ils ont trouvé eux-mêmes la solution, mais ils n'ont pas forcément conscience que c'est ce qu'il faut faire. Être associé donc à la prise en charge, technique d'écoute aussi, une écoute dynamique, d'échange de pair à pair, les modalités d'utilisation de son savoir expérientiel. On ne peut pas forcément tout dire. Voilà, compréhension des étapes du parcours de soins proposés aux proches. Et puis aussi pouvoir sortir de l'isolement, bonne connaissance des réseaux de pairs et des ressources associatives. Alors, c'était aussi important j'ai interrogé aussi les psychiatres avec qui je travaille, de partir aussi des besoins du corps médical, tel qu'on le perçoit. Et il est ressorti que les psychiatres, mais aussi les infirmiers, avaient besoin de connaître les familles, l'environnement dans lequel évolue le patient, l'appréhension et les connaissances de la maladie, où est-ce que le proche ou le frère ou la sœur en est de sa compréhension de la maladie, connaître l'environnement dans lequel évoluera le patient quand il sortira de son hospitalisation, bien sûr, et quelles informations utiles et prioritaires apporter aux familles. Et alors moi, depuis que je travaille avec vraiment de façon assez proche avec les psychiatres, il y en a beaucoup qui de plus en plus me demandent, mais par exemple, mon fils a été à l'isolement 1 fois 3 jours et le psychiatre n'osait pas le dire aux parents, et il m'a dit, mais toi, ça s'est passé comment? Ben, moi, le psychiatre m'a appelé, il m'a dit, voilà, votre fils est à l'isolement parce que ceci, on va aller le voir. Ça va aller, voilà. Et je trouve que quand on vous explique les choses, ça se passe beaucoup mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le psychiatre, il vient me demander, en fait, comment tu as réagi et comment je peux dire les choses. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se passe. Et alors, donc, pour faire la définition du père aidant en famille, c'est bien de dire ce que le père aidant n'est pas. Donc, le père aidant en famille ne remplace pas un soignant. Le père aidant en famille ne donne pas son avis sur les traitements et sur les prises en charge. Le père aidant en famille n'est pas un représentant des usagers, il n'est pas un travailleur social, il n'est pas un psychologue et il n'est pas un modèle, dans le sens où, voilà, le père aidant en famille, professionnel, il a fait comme ça, il peut donner des suggestions, il peut partager son expérience, mais voilà, moi je ne suis pas un modèle de rétablissement. Voilà, c'est important aussi de dire qu'il y a plein d'autres choses à proposer. Dans la deuxième partie de notre intervention, on voulait faire une revue de bibliographie pour savoir ce qui est déjà écrit. Il y a effectivement quand même déjà des choses qui sont clairement énoncées. Donc, j'ai fait toute une revue de bibliographie. Je vais vous la présenter en plusieurs étapes. L'idée, c'est de fixer un petit peu à quoi sert la père aidance famille et quelle est son efficacité. Donc, je vais vous le présenter sur son efficacité auprès des familles, ce qui est quelque chose qui semble plutôt logique instinctivement, mais aussi son efficacité auprès des professionnels et son efficacité pour améliorer l'accès précoce à l'accompagnement des familles. Pour l'efficacité de la père aidance famille, côté famille, je voulais vous présenter plusieurs choses. Il y a la partie psychoéducation qu'on connaît bien, mais il y a aussi la partie groupe d'entraide et même la partie groupe plus informel. J'ai les 2 prochaines slides sur la partie psychoéducation. Donc, je voulais vous présenter le programme F2F, c'est Family to Family. C'est un programme né aux États-Unis par une association de familles.
L'article date de 2014 et il y avait déjà 300 000 familles qui étaient formées à ce programme. C'est un programme en 12 semaines qui dure à peu près 2h30 par session. C'est un programme dont les objectifs sont l'amélioration de la capacité de témoigner son empathie, l'amélioration des compétences en communication intrafamiliale, les capacités de coping, l'engagement à prendre soin de soi en tant qu'aidant et toutes les pratiques orientées rétablissement. Il y a un essai contrôlé randomisé, donc randomisé c'est-à-dire de manière aléatoire, et contrôlé, le groupe contrôle étaient les familles qui, elles, n'avaient pas bénéficié de ce programme F2F. C'est une étude qui concernait 318 familles, qui a été menée juste après ce programme de 12 semaines et 6 mois après. Et l'impact était significatif sur plusieurs éléments, à savoir les connaissances sur la maladie, les capacités de résolution de problèmes, l'acceptation de la maladie et la diminution du stress parental. Sur les échelles habituelles, Zarit par exemple, de fardeau ressenti, il n'y avait pas de différence après le programme. Une deuxième étude, c'est plutôt une revue de littérature entre 1990 et 2014. Il y en a assez peu, il y a 6 études qui ont été sélectionnées parce que les critères étaient assez stricts sur ce que devaient contenir ces programmes de psychoéducation. Les 2 principaux programmes qui ont été retenus, c'est le programme F2F que je vous ai présenté sur la slide d'avant et le programme Family Support Group qui ne porte pas très bien son nom pour nous. Ce n'est pas un groupe de support familial, c'est vraiment un groupe de psychoéducation. Il y avait sur ces 6 études qui ont été retenues, une qui décrivait un programme pour les aidants d'enfants et les 5 autres, un programme pour les aidants d'adultes. Il y avait 4 de ces études qui étaient délivrées uniquement par des pères aidants familiaux et les 2 autres étaient co-construites et co-délivrées par des pères aidants familiaux et des soignants. Sur ces études, l'amélioration était significative sur le fonctionnement familial, la connaissance sur la maladie, qui est toujours un prérequis dans ces programmes, les préoccupations parentales et les compétences parentales à faire face, compétences de coping. Donc ces 2 premières études servaient à vous montrer la partie psychoéducation, donc la pérédance famille fonctionne pour la psychoéducation des familles. La pérédance familiale peut aussi être utilisée sur des groupes d'entraide, des choses entre guillemets moins formalisées que la psychoéducation. Je voulais vous parler du coup du programme Prospect qui en France est délivré par l'association UNAFAM. C'est un programme qui a été lancé il y a 20 ans par l'association européenne des familles de personnes porteuses de maladies psychiques. C'est l'association E-Famille. C'est des ateliers d'entraide qui durent environ 20 heures. Ça a été traduit dans, je crois, 15 pays et 12 langues. Le but est vraiment une éducation des pairs, c'est des ateliers d'entraide qui se focalisaient sur le retentissement de la maladie sur les proches. Ce qu'on peut avoir sur ce programme comme retour, oui, ça apparaît plutôt bien. C'est le retour plutôt qualitatif des familles qui disent qu'à l'issue de ces 20 heures de formation, ils ont appris à mettre des barrières, ils ont appris qu'ils étaient plus seuls face à la maladie de leurs proches, que ça a été comme un point d'étape pour eux, qu'ils avaient plus d'énergie, ils reconnaissaient mieux leurs sentiments, qu'avant et après le programme, ils étaient différents. Ce qu'ils avaient appris avait changé leur manière de se comporter, leur manière de penser, et que ça leur a permis d'avoir une manière de vivre de manière plus positive. Côté famille, je voulais aussi vous montrer cette étude de 2018, Alone in a Crowd, qui est une interview semi-structurée qui concernait 16 parents, 15 femmes et un homme. C'est une étude qualitative, du coup, avec des questions qui sont fixes mais ouvertes. Ça a duré à peu près 1 an, vers l'année 2014. C'est des interviews semi-structurées de parents d'enfants porteurs de maladies rares, c'est-à-dire une personne sur 2000. Le but était de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils avaient vécu le soutien des pairs. Et ils pouvaient décliner pendant cette interview le soutien des pairs en présentiel et en ligne
pour le citer, c'était des groupes WhatsApp dont il parlait. Et en fait, sur ces interviews, le support des pairs, que ce soit sur des animations présentielles ou en ligne, sans animation, vraiment un soutien horizontal, était décrit comme une ressource clé en termes d'information sur la maladie, de support émotionnel et pour permettre la réduction du sentiment d'isolement. Et les groupes WhatsApp étaient vraiment plébiscités sur la quantité de personnes qui pouvaient y avoir accès et la possibilité d'avoir une réponse ou un soutien à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les réseaux sociaux étaient très appréciés. Pour les professionnels, l'efficacité est aussi montrée pour la Pair-Aidance Famille. C'est le programme BREF, qui a été donc co-construit associations de familles et professionnels de santé, et dont les formations sont dispensées partout en France. Ces journées de formation permettent aux professionnels de pouvoir animer ensuite ce programme de psychoéducation à destination des familles, qui se décline en 3 fois 1 heure. 3/4 des répondants, qui sont des professionnels de santé, estimaient que via cette formation, ils avaient amélioré leur capacité à eux-mêmes délivrer de l'information à des aidants. Donc ces programmes co-construits avec des aidants familiaux a permis d'améliorer les compétences des professionnels à aider d'autres aidants. Le site de Lefamille requiert beaucoup de choses. En fait, le programme Prospect, il est pour les usagers. Il y a un module pour les usagers, un module pour les familles et un module pour les professionnels. Et le module pour les professionnels, c'était aussi des analyses qualitatives. Ça permettait vraiment de revoir un petit peu sa profession sous la vision des droits humains, de l'approche issue du rétablissement, de pouvoir témoigner plus d'empathie, plus de respect pour les usagers qui prenaient en charge, et puis d'apprendre des modalités de collaboration avec les usagers et leurs proches. La Pair-Aidance Famille, pour finir mon propos, permet aussi d'avoir un accès à l'accompagnement plus proche pour les familles. C'est une étude, donc je vous ai mis deux revues, 2 articles en dessous, faits par Marie de Boulet, qui était l'une des premières Pair-Aidantes familles professionnelles en France. Bien qu'elle soit Pair-Aidante famille professionnelle sur l'hôpital, elle n'avait pas un accès si simple aux familles. Et en fait, elle avait mis en place un formulaire d'orientation avec un accord à être contacté, selon les mêmes modalités que le programme BREF. Et du coup, les familles acceptaient d'être recontactées pour celles qui avaient rempli le formulaire de manière positive. Et les 3/4 en étaient d'accord, en fait, n'auraient pas spontanément demandé un rendez-vous, mais par contre, si on leur proposait, ils acceptaient pour 3/4 des familles. Et dans ces familles-là, on en a 9 sur 10 qui n'avaient pas par ailleurs cherché de ressources pour eux en tant que famille en post-diagnostic. Les articles sont très intéressants, ils sont en français, donc c'est vraiment des ressources très intéressantes à lire. J'étais intéressée aussi par la quantité de fratries qui pouvaient être accessibles via les Pair-Aidants familiaux. Quasiment 20% des fratries pouvaient avoir accès à un échange de pair à pair. Et sur les quelques très courtes 2 minutes, me dit-on, que nous avons, on va vous présenter... il y aura d'autres moments où on présenterait les projets de recherche, mais là, il y a ce que Bénédicte a déjà mis en place. Donc voilà, comme il n'y a pas énormément de littérature, même presque pas sur l'efficacité de la Pair-Aidance professionnelle, on a réfléchi tous ensemble à faire une étude, en fait, une étude qualitative. Je crois que c'est là. À mener une étude qualitative qui soit multidisciplinaire pour explorer l'impact de la présence d'un père aidant famille dans un service de soins et l'impact pour les proches à rencontrer et à être accompagnés par un père aidant famille. Donc ça, c'est un projet qu'on voudrait mettre en place, sans doute peut-être aussi avec le Canada, voilà, donc avec Lyon. Donc ça, on va réfléchir à ça. Et sinon, il y a aussi, je vous parlais de... en tant que père aidante famille professionnelle, on arrive à voir à peu près ce qui peut
manquer, ce qui peut être lisible, ce qui peut ne pas l'être. Et on construit des outils. Alors, le premier outil dont Mélanie a parlé, c'est Marie de Boulet qui me l'avait transmis. Donc, je m'en sers au pôle 15. Effectivement, comme c'est un pôle qui est assez grand, je ne vois pas beaucoup les psychiatres. Donc, les parents, le psychiatre propose aux parents, est-ce que vous êtes d'accord d'être contacté par un père aidant famille? Et moi, c'est pareil, j'ai toutes les personnes, sur les 15 parents que j'ai rencontrés, tous ont accepté. Et donc, voilà, ils donnent leur numéro de téléphone et moi, je les recontacte 1 ou 2 jours plus tard. C'est vraiment un outil très utile. Ensuite, ce projet a aussi un outil. Tous ces outils-là vont être évalués, bien évidemment. Une carte exploratoire des lieux de soins en psychiatrie. Bon, ça, c'est assez compliqué de comprendre en fait comment ça se passe dans chaque pôle, dans chaque arrondissement. Donc faire un peu une carte, voilà, elle n'est pas définitive, mais qu'est-ce qu'il y a par exemple sur le 15e arrondissement ou ça peut être sur le 20e arrondissement, toutes les ressources, avec aussi les associations. Et puis aussi, ce qui était intéressant de voir, c'était voilà, le parcours. C'est quoi le parcours? Donc avant l'hospitalisation, mon proche ne va pas bien, je veux pouvoir l'accompagner dans la mise en place de ses soins. Quels sont mes interlocuteurs? Pendant l'hospitalisation, on se pose toujours beaucoup de questions. Bien rappeler quand même que c'est un lieu, un temps d'observation, de protection et d'évaluation. Et puis toujours l'après, la question qui revient beaucoup. Mon proche est sorti, je veux pouvoir l'accompagner. Donc les ressources pour le proche et les ressources aussi pour les fratries, pour les familles, les programmes de psychoéducation, les numéros de téléphone. Et ce serait une petite carte qui est pliante et qu'on pourrait mettre dans la poche. Et le projet aussi, c'est de le faire en FALC pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc voilà, donc ça, c'est des projets qu'on va mettre en place, qu'on va évaluer. On demandera aux proches, aux familles si ça a été utile, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça fait partie du travail du père aidant professionnel. Donc voilà.